Si vous pensez que le désert est toujours chaud et aride, vous vous trompez lourdement. Au Tchad, en plein cœur du désert, les habitants doivent faire face à des inondations terrifiantes. La rigueur du climat a transformé cet endroit en l'un des pays les plus pauvres de la planète. La vie ici dépasse toutes vos imaginations sur les deux mots pauvreté. Comment survivre dans un pays enclavé où la majeure partie du territoire est désertique et aride? Suivez-moi pour explorer le Tchad, découvrir la vie réelle des habitants et leurs méthodes de beauté uniques ainsi que les senteurs étranges des femmes d'ici. Numéro 1. La nature la plus dure et la plus cruelle au monde. Le climat au Tchad est constamment tiraillé entre deux extrêmes, la chaleur accablante et la sécheresse brûlante d'une part, et les inondations historiques qui transforment le désert en marécage d'autre part. En effet, vous ne rêvez pas. Cette rigueur climatique a un impact direct sur les ressources alimentaires, l'eau, et isole la vie des habitants de cette région. Dans la ceinture sahélienne, qui traverse le centre du Tchad, les températures peuvent souvent frôler les 40 degrés Celsius pendant les mois les plus rudes. La chaleur étouffante dure des semaines, rendant les terres arides et fissurées. L'herbe disparaît. Les étangs s'évaporent, ne laissant que des flaques de boue. La sécheresse sévère prive les populations de leurs moyens de subsistance. Des vagues de sécheresse, de plus en plus fréquentes et dévastatrices, ont complètement anéanti les récoltes. La terre perd son humidité, rendant impossible la germination des graines. Lorsque les récoltes échouent, les habitants tombent dans la famine, contraints de vendre leur bétail et de s'endetter. Mais ce n'est pas encore le pire. La période de mai à octobre est encore plus redoutable. La majeure partie du Tchad est affectée par la saison des pluies. L'air humide venant de l'Atlantique pénètre profondément dans le continent et peut provoquer de fortes pluies. Sur un sol durci pendant des mois, l'eau a du mal à s'infiltrer, ce qui fait qu'elle s'écoule rapidement en surface, entraînant des inondations dans de nombreuses régions. Même dans les zones arides proches du Sahara, la pluie peut faire surgir la végétation, recouvrant de verre des terres qui semblaient n'être que du sable. Lorsque l'eau monte au-dessus des ponts ou coupe les routes, les villes de l'autre côté sont presque isolées du reste du pays. Dans certaines régions, les habitants doivent utiliser de petites pirogues ou des moyens de transport flottants artisanaux pour traverser les routes inondées. Le courant est si fort qu'il y a toujours un risque de chavirement et de noyade. Les crues submergent complètement les rizières en pleine croissance, emportant tous les efforts des agriculteurs et les plongeant dans la pénurie alimentaire. Si l'eau monte trop rapidement, les cultures peuvent être inondées et les biens emportés. La grande inondation de l'année 2022 a touché plus d'1 million de personnes dans 10 à 8 des 23 provinces du Tchad. Même la capitale N'Djamena n'a pas échappé à cette calamité. Environ 100 000 personnes ici ont été gravement affectées en termes de logement et de moyens de subsistance. À quelle heure regardez-vous cette vidéo et le climat de votre pays est-il aussi extrême que celui du Tchad? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. C'est précisément en raison de cette instabilité et de cette extrême rigueur climatique que la vie de la majorité des habitants ici est marquée par la pauvreté et l'endettement. Si vous ne pouvez pas imaginer à quel point la vie ici est difficile, voici la réalité. Numéro 2. Le pays le plus pauvre d'Afrique. Même dans les zones urbaines, les conditions de vie restent très limitées. Environ 48% des habitants des villes ont accès à une source d'eau potable, tandis que le taux d'accès aux conditions sanitaires de base n'est qu'environ 2%. Dans la capitale N'Djamena, il existe encore des quartiers où les habitants n'ont pas d'approvisionnement en eau potable stable et où il n'y a pas de toilettes conformes aux normes. Dans de nombreuses zones rurales, pour obtenir de l'eau, beaucoup de gens doivent marcher plusieurs kilomètres, jusqu'à un puits creusé à la main, ou un point d'eau, peu profond. Mais il est important de noter que cette source d'eau n'est pas du tout garantie. Il peut s'agir d'une eau provenant d'animaux, exposés à l'air libre sans système de traitement et présentant un risque de contamination. Le manque d'eau potable et de savon peut permettre aux épidémies de se propager très rapidement. Le paludisme, la diarrhée et de nombreuses autres infections restent des réalités familières pour de nombreuses familles. Dans certaines régions, les cliniques peuvent se trouver à des dizaines de kilomètres de chez eux. Les malades doivent passer des heures à se déplacer pour atteindre un établissement de santé, où ils peuvent se retrouver dans une clinique manquant d'équipements de médicaments et surchargée de patients. Un médecin doit parfois s'occuper d'un grand nombre de patients en même temps. Lorsque l'eau devient trop rare,
le droit d'accès à un puits, à un étang ou à une zone de pâturage peut devenir une source de conflit entre les communautés. Il y a eu des affrontements graves liés au droit d'accès à l'eau dans le centre du Tchad, dont un incident a fait de nombreuses victimes. Lorsque la faim et la pauvreté s'installent, les enfants sont également entraînés dans cette lutte pour la survie dès leur plus jeune âge. Dans les décharges de construction en périphérie de la capitale, N'Djamena, les femmes et les enfants peuvent commencer à travailler dès 8 heures du matin. Ils s'asseyent au milieu des débris de béton, frappant chaque morceau avec un marteau pour le réduire en petits morceaux qu'ils revendent ensuite au chantier de construction. Malgré les dangers, les marteaux peuvent frapper les doigts, il y a de nombreux risques de blessures et ils sont souvent exposés à la poussière de ciment pendant des heures. Et certains enfants commencent ce travail dès l'âge de 6 ans. De plus, il n'y a pas d'électricité ici. Environ une personne sur 10, dans tout le pays, a accès à l'électricité. Ainsi, lorsque le soleil se couche, de nombreuses familles n'ont pas de lampe pour éclairer leur maison. Les enfants qui souhaitent faire leurs devoirs doivent se fier à des lampes de poche, des lampes à huile, ou simplement attendre le matin suivant. Les villages reculés sont complètement isolés du monde, alors que le Tchad a l'un des tarifs Internet les plus élevés d'Afrique. En 2018, les habitants pouvaient devoir payer jusqu'à 12 000 francs CFA pour un gigaoctet de données mobiles. Mettez ce chiffre en perspective pour une personne qui ne gagne que quelques euros par jour. Un gigaoctet d'Internet peut équivaloir au salaire de plusieurs jours de travail. Et en 2018, seulement environ 3% de la population tchadienne utilisait Internet. Dans de nombreuses familles à faible revenu, un repas peut se limiter à de la bouillie de millet ou de maïs, parfois accompagné de quelques feuilles ou légumes disponibles. La viande n'est pas un aliment qui apparaît souvent sur la table. Le sucre et l'huile de cuisson peuvent également être économisés pour des occasions spéciales. Mais ce n'est pas tout, si vous traversez les bidonvilles du Tchad, la vie de leurs habitants pourrait vous choquer encore plus. Numéro 3. La vie difficile dans les bidonvilles du Tchad. Dans les quartiers pauvres autour de la capitale, N'Djamena, de nombreuses maisons ne sont pas construites en briques ou en béton, mais sont plutôt assemblées à partir de vieilles tôles et de tout matériau que les habitants peuvent trouver. Chaque fois qu'il pleut, l'eau s'infiltre par les fissures du toit, traverse les murs et remonte du sol en terre. Les habitants doivent étendre des bâches ou de petits tapis sur la partie du sol encore relativement sèche pour essayer de trouver un endroit où dormir. Si la pluie est suffisamment forte, même cela devient impossible. L'eau peut envahir le sol, obligeant toute la famille à rester éveillée en attendant le lever du jour. Et le problème ne s'arrête pas lorsque la pluie cesse. Le Tchad est régulièrement confronté à des inondations graves, les quartiers pauvres étant les plus vulnérables. À N'Djamena, des inondations ont déjà laissé environ 100 000 personnes sans abri ou sans entreprise. Le sol peut absorber l'eau comme une éponge géante, transformant les chemins en boue et rendant le retour à la vie normale difficile. Les personnes ayant perdu leurs moyens de subsistance doivent encore trouver des moyens de gagner de l'argent, parfois en vendant des marchandises sur le bord de la route sous un soleil de plomb. Le Tchad ne dispose pas de réseau ferroviaire, tandis que de nombreuses routes en dehors des axes principaux dépendent fortement des chemins en terre. En saison sèche, la poussière peut recouvrir le trajet. Pendant la saison des pluies, ces mêmes routes peuvent se transformer en bandes de boue ou être coupées par les eaux. Ainsi, un voyage qui semble ordinaire devient dangereux et difficile. Sur certains moyens de transport de passagers, vous pouvez voir environ 20 personnes ou plus entassées dans un véhicule qui n'a de place que pour un groupe beaucoup plus petit. Les gens sont assis les uns contre les autres. Les bagages sont entassés autour, et devant eux, il peut y avoir des heures de trajet sur des chemins en terre poussiéreux ou boueux. Rien qu'à l'écoute, cela semble vraiment angoissant et effrayant. Alors comment la vie des femmes ici se déroule-t-elle dans un environnement aussi difficile? Numéro 4. L'étrange parfum des femmes tchadiennes. Au Tchad, certaines femmes s'aspergent de fumée pour rester parfumées pendant des heures. Mais d'autres doivent s'asseoir au milieu de la poussière de béton, tenant un marteau pour casser des pierres toute la journée, juste pour gagner assez d'argent pour nourrir leurs enfants. Ces deux images, apparemment sans rapport, coexistent dans la vie des femmes tchadiennes. Pour mieux comprendre les femmes ici, commençons par l'odeur. Au Tchad, le parfum n'est pas toujours simplement une vaporisation avant de quitter la maison. L'une des méthodes traditionnelles de création de parfum est le déhan, qui est lié à la culture du bakoueur populaire dans la région du Sahel et au Soudan. Du bois parfumé et d'autres ingrédients aromatiques sont brûlés sur des charbons chauds, produisant des volutes de fumée au parfum distinctif.
La femme laisse la fumée passer à travers ses vêtements et envelopper son corps. Ainsi, le parfum ne se limite pas à la peau. Il s'imprègne dans chaque couche de tissu et peut persister longtemps après que la femme a quitté la pièce. Le henné, le curcuma et d'autres ingrédients naturels sont également présents depuis longtemps dans les méthodes traditionnelles de soins du corps. Certaines femmes utilisent même le dilk, un mélange appliqué sur la peau pour nettoyer et prendre soin du corps. Après être sorties, elles peuvent revêtir un lafaya large, long et coloré. C'est pourquoi, si vous vous rendez à N'Djamena, et en particulier dans les communautés musulmanes du Nord, vous rencontrerez facilement des filles enveloppées dans de grands morceaux de tissu, avec des couleurs et des motifs éclatants au milieu des rues poussiéreuses. De l'extérieur, cela peut sembler être un monde de couleurs de parfums et de rituels de beauté transmis à travers les générations. Mais la vie d'une femme tchadienne n'est pas toujours aussi belle que le tissu qu'elle porte, car certaines traditions, liées au corps des femmes, laissent des conséquences longtemps après la fin des cérémonies. L'une d'elles est une pratique d'intervention sur le corps des femmes, souvent désignée à l'international par l'acronyme MGF. Bien que la législation tchadienne ait mis en place des dispositions pour empêcher cette pratique, elle persiste dans certaines communautés. Des enquêtes internationales montrent qu'environ un tiers des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans au Tchad ont subi une MGF avec des taux significativement différents entre les groupes de population. Mais la tradition n'est pas la seule pression. La pauvreté est ce qui rend la vie des femmes ici encore plus difficile. Certaines femmes portent le fardeau de la survie s'occupant de toute une famille. Elles doivent effectuer des travaux qui devraient normalement incomber aux hommes. Assises devant de vieux morceaux de béton, elles les cassent en petits morceaux. Pas de machine, pas de pièces fermées pour éviter la poussière. Juste des mains, un marteau et de nombreuses heures de travail sous la chaleur. La poussière de ciment peut recouvrir leurs vêtements de blanc. Un coup mal placé peut frapper directement un doigt. Leurs mains deviennent donc rugueuses et calleuses. Mais peut être que c'est justement le symbole de leur force et de leur résilience. Mais ce n'est pas tout. Pour mieux comprendre la vie des femmes ici, il faut aussi regarder leur mariage, où une femme partage son mari avec plusieurs autres femmes. Numéro 5. Avoir plusieurs épouses est une norme culturelle. Au Tchad, le système de mariage polygame est toujours légal et assez répandu dans la vie sociale. Selon certaines statistiques, environ 39% des femmes vivent dans des unions polygames. Cela signifie que si vous entrez dans un quartier, visitez un marché ou discutez avec des travailleurs ordinaires, vous pouvez tout à fait rencontrer une famille où 2 ou 3 femmes sont mariées à un homme. Plus un homme a de femmes, plus ses responsabilités économiques sont grandes. Entrez dans une bijouterie au Tchad, avant un mariage. Ici, l'or n'est pas seulement acheté pour que la mariée soit plus belle lors de son grand jour. Dans de nombreuses communautés, les bijoux en or font partie intégrante du cadeau de mariage, symbolisant la capacité financière, l'engagement et le statut de la famille du marié. Certains colliers traditionnels peuvent peser jusqu'à 1 demi-kilogramme d'or. Avec un prix enregistré d'environ 27 millions de francs CFA, leur valeur peut atteindre des dizaines de milliers de dollars américains. Mais après la cérémonie, cette quantité d'or devient une forme de patrimoine accumulé. L'or peut être conservé pendant de nombreuses années, transmis au sein de la famille et finalement porté par une fille ou une petite fille lors d'un autre mariage. Cependant, derrière ces lourds bijoux et ces mariages colorés, se cache une réalité totalement différente pour de nombreuses femmes tchadiennes. Le Tchad fait depuis longtemps partie des pays avec un taux élevé de mariage précoce dans le monde. Pour une fille, se marier jeune n'est pas simplement un changement de statut marital. Cela peut changer l'ensemble de son parcours de vie. Se marier trop tôt oblige souvent les jeunes filles à interrompre leur scolarité et à perdre l'accès à l'éducation. Cela place directement les femmes dans une position de faiblesse dans la société, car elles ont des difficultés à trouver des opportunités professionnelles, sont rarement en mesure de prendre des décisions importantes au sein de la famille, et sont toujours les dernières à avoir accès à l'argent. De plus, le mariage précoce a également des répercussions sur la santé, surtout dans un contexte où dans de nombreuses régions du Tchad, l'accès aux services de santé est limité. La distance aux établissements de santé, les coûts, l'infrastructure et le personnel de santé peuvent rendre les soins prénatals beaucoup plus difficiles. Et cette question d'argent ne se limite pas à chaque famille. À l'échelle nationale, le Tchad est également confronté à une paradoxe encore plus grand, bien qu'il possède d'énormes ressources pétrolières. Cette richesse se fait rarement sentir dans la vie quotidienne des habitants.
Numéro 6. Le Tchad vend des milliards de dollars de pétrole. Mais où va cet argent? Le Tchad peut vendre des milliards de dollars de pétrole au monde, mais dans de nombreux endroits, lorsque le soleil se couche, les habitants doivent vivre presque sans électricité. Sous terre se trouvent d'énormes réserves de pétrole. Le pétrole est pompé passe par un pipeline de plus de 1000 km, traverse le Cameroun, puis continue vers la mer pour être vendu sur le marché mondial. Mais juste au-dessus de ces ressources, se trouve un village avec des routes en terre, où les habitants doivent tout faire pour survivre. Il est à noter que le pétrole était autrefois censé transformer cette vie. Lorsque le Tchad a commencé à exploiter le pétrole à grande échelle dans le bassin de Doba au début des années 2000, le projet n'était pas seulement présenté comme une opportunité de profit. Une partie des revenus pétroliers était censée revenir à la société à travers des écoles, des hôpitaux, des routes et des programmes de réduction de la pauvreté. Mais, où est passé l'argent? Au cours des années suivantes, le pétrole est devenu l'un des piliers les plus importants de l'économie tchadienne, tandis que les bénéfices pour une grande partie de la population restaient disproportionnés par rapport aux ressources dont le pays dispose. Le Tchad exporte de l'énergie, mais l'électricité a longtemps été extrêmement rare pour les Tchadiens eux-mêmes. Mais l'électricité n'est pas le seul problème. Il suffit de quitter la capitale et de s'enfoncer dans les zones rurales, où la plupart des moyens de subsistance sont encore liés à l'agriculture et à l'élevage. Alors que le pétrole connecte le Tchad à l'économie mondiale, la vie de nombreuses familles dépend toujours directement de la terre et des conditions climatiques. Si les récoltes sont bonnes, la famille a de la nourriture et des choses à vendre. Si les pluies sont irrégulières, ou si la sécheresse s'installe, les revenus peuvent disparaître. Et la dépendance au pétrole engendre un autre problème. Lorsque les prix du pétrole mondial augmentent, le budget national a plus de marge de manœuvre. Mais lorsque les prix du pétrole chutent fortement, les revenus du gouvernement sont également sous pression. Ce qui semble n'arriver que sur les graphiques des prix du pétrole international peut finalement se répercuter sur la vie quotidienne. Le budget public se resserre, les investissements sont retardés, et les services, dont les gens dépendent, sont également affectés. Et vous ne le savez peut-être pas, mais ce pays est également connu sous le nom de cœur mort de l'Afrique. Numéro 7. Le cœur mort de l'Afrique. Le Tchad est surnommé le cœur mort en raison du fait qu'une grande partie de son territoire est recouverte par le désert du Sahara, le plus grand désert du monde. Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad est enclavé entre la Libye au nord, le Soudan à l'est, la République centrafricaine au sud, le Cameroun, et le Nigeria au sud-ouest, ainsi que le Niger à l'ouest. Avec une superficie d'environ 1 284 000 km², c'est l'un des plus grands pays du continent. Cependant, sur l'ensemble de cette vaste étendue, le Tchad ne possède pas un seul kilomètre de côte. Ainsi, les marchandises doivent traverser les frontières, passer par le territoire d'autres pays et parcourir une longue distance pour atteindre un port maritime. L'une des routes commerciales importantes reliant le Tchad à la mer passe par le Cameroun jusqu'au port de Douala. Cela entraîne une augmentation des prix des carburants, des denrées alimentaires importées plus coûteuses, des frais de transport élevés, et finalement, tous ces coûts supplémentaires se répercutent sur le prix de vente. En conséquence, presque tous les produits qui parviennent aux mains des habitants deviennent plus chers. Mais l'isolement n'explique que le terme cœur. Pour comprendre pourquoi ce pays est appelé le cœur mort de l'Afrique, il faut se tourner vers le nord. Environ un tiers du territoire tchadien se trouve dans la région du Sahara. La plupart des paysages sont constitués de dunes de sable, de rochers et de montagnes arides qui s'étendent à perte de vue. La topographie du Tchad varie de manière très marquée du nord au sud, synthétisant 3 mondes au sein d'un même pays. Tout d'abord, il y a le Sahara, la région la plus aride. En descendant vers le sud, le désert commence à céder la place au Sahel, une ceinture semi-aride, large de plusieurs centaines de kilomètres. Et en continuant vers le sud, le Tchad change encore une fois. Dans la ceinture de savane soudanaise, les précipitations peuvent atteindre environ 700 à 1000 mm par an. Les terres y sont plus fertiles, la végétation plus dense, et les conditions pour l'agriculture beaucoup plus favorables qu'au nord. La différence est si grande que l'endroit où l'on est dans le même pays peut déterminer de nombreux aspects de la vie. Dans le sud, l'histoire peut tourner autour des terres agricoles et de la saison des pluies. Plus on se rapproche du Sahara, plus l'eau, les pâturages et la distance entre les zones habitées deviennent des enjeux beaucoup plus cruciaux. Même la capitale N'Djamena ne se trouve pas par hasard au milieu de cette terre aride.
La plus grande ville du Tchad est située le long du fleuve Chari, une source d'eau essentielle dans un pays où la majeure partie du territoire vit sous la pression d'un climat aride. Ainsi, appeler le Tchad le cœur mort de l'Afrique pourrait donner l'impression qu'il s'agit simplement d'une terre vide au milieu du désert. Mais la réalité est bien plus intéressante. Le Tchad ressemble à une immense coupe transversale à travers l'Afrique, commençant par le Sahara au nord, traversant le Sahel au centre, puis avançant vers la savane, au sud. Numéro 8. Ici on utilise du pain pour prendre la nourriture à la place des couteaux et des fourchettes. La cuisine de la République du Tchad est une fusion culturelle unique alliant harmonieusement les influences africaines, arabes et françaises. Si vous êtes habitué à avoir des couteaux, des fourchettes et des cuillères à chaque repas au Tchad, il arrive que l'ustensile, qui vous aide à manger, soit tout simplement un morceau de pain. Cela s'appelle le kizar. Ressemblant à une crêpe, le kizar est généralement préparé à partir de riz de millet ou de sorgho. Mais au lieu de mélanger la pâte et de la verser directement dans la poêle, les Tchadiens laissent le mélange fermenter pendant la nuit. Une partie de la pâte est cuite pour former un mélange épais appelé laou, qui est ensuite combiné avec le reste. Lorsque la pâte est prête, le cuisinier l'étale très finement sur une surface métallique chaude, parfois en ajoutant un peu de graisse, pour éviter que le pain ne colle. Lorsqu'on mange, on déchire le kizar à la main, on le roule ou on utilise le morceau de pain pour ramasser la sauce d'un ragoût. Cela est particulièrement utile, car sur la table tchadienne, il est très courant de trouver des ragoûts épais et riches en sauce. Les darabas en est un exemple. Pas besoin d'un gros morceau de viande au centre de l'assiette. Un pot de daraba peut être composé de gombo de tomates, de patates douces, d'aubergines et de légumes verts, le tout mélangé dans une sauce épaisse et crémeuse à base de cacahuètes. Du gingembre, du curcuma et des piments peuvent être ajoutés pour rehausser les saveurs. Lorsque le plat est servi, le kizar, le riz ou d'autres aliments riches en glucides vous aideront à presque tout récupérer de la sauce restante. Mais si vous pensez que les cacahuètes ne se retrouvent que dans les plats principaux, attendez le lendemain matin. Le petit déjeuner peut être du laoui, une sorte de bouillie épaisse, à base de céréales, de lait et de cacahuètes. Chaud, doux et assez rassasiant. Au lieu d'un petit déjeuner avec du pain grillé ou des céréales en boîte, vous avez un bol de nourriture préparée à partir d'ingrédients très basiques, mais capables de fournir de l'énergie pour de nombreuses heures. Venir. Et il y a un autre ingrédient que vous rencontrerez continuellement dans la cuisine tchadienne, le millet. Le millet peut être moulu en farine, cuit, puis formé en petites portions ou en boulettes comme la hache. Lorsqu'il est consommé seul, sa saveur est assez douce et est souvent associée à une sauce épaisse, à base de cacahuètes, des légumes verts ou une sauce épicée. Ces plats ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent à la fois la vie actuelle et l'histoire de ce pays. Numéro 9. Le gardien de la civilisation ancienne de l'Afrique. Niché au cœur de l'Afrique, le Tchad n'est pas simplement une terre de soleil et de défis quotidiens, mais en réalité un grand carrefour. Un lieu qui conserve les traces les plus anciennes de l'humanité et des civilisations qui ont prospéré. Si l'on pouvait retirer chaque couche de terre du Tchad, on serait presque en train de retourner les pages des premiers chapitres de l'histoire humaine. Au nord du pays, au milieu d'un désert où l'on peut aujourd'hui marcher pendant des heures, en ne voyant que du sable, des pierres, et l'horizon, des scientifiques ont découvert le crâne de Sahelanthropus tchadensis, communément appelé Toumaï, datant de près de 7 millions d'années. Cette découverte est particulièrement significative, car auparavant de nombreuses preuves concernant nos ancêtres lointains étaient concentrées en Afrique de l'Est. Mais Toumaï est apparu au Tchad à des milliers de kilomètres de cette région. En d'autres termes, un endroit que l'on associe aujourd'hui souvent au désert et à la sécheresse a autrefois été au cœur d'un débat bien plus vaste. Où nos ancêtres très lointains ont-ils réellement vécu? Cependant, le Tchad ne conserve pas seulement des traces humaines dans son sol. Dirigeons-nous vers le lac Tchad. Aujourd'hui, le niveau de l'eau du lac a beaucoup varié au fil des époques. Mais autour de cette région existait la culture Sao, où les gens ont construit des communautés sédentaires, fabriqué de la poterie et développé des techniques de métallurgie. Dans le massif de l'Enedi, d'énormes murs de pierre conservent un Tchad totalement différent de celui d'aujourd'hui. Sur ces rochers se trouvent des représentations d'animaux, d'humains et de scènes de vie créées il y a des milliers d'années. Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de ces images ne décrivent pas un Sahara aride. Elles montrent une terre qui était beaucoup plus verte. Il y avait des animaux. Il y avait des humains en activité. Il y avait des communautés vivant dans un environnement
que si l'on se fie uniquement au Tchad d'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer avoir existé. D'une certaine manière, l'Ennédi ressemble à un journal de pierre. Chaque dessin est une pièce de preuve montrant que lorsque le climat change, les humains doivent également s'adapter. Les sources d'eau se déplacent, les troupeaux se déplacent, et les humains se déplacent aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'après des milliers d'années, cette règle n'a pas complètement disparu. Car même aujourd'hui au Tchad, il existe des communautés de pasteurs nomades qui se déplacent selon les saisons à la recherche d'eau et de pâturage. Une famille peut être amenée à suivre son troupeau à travers de vastes régions du Sahel, car si la source d'eau change, leur mode de vie doit également changer. Et c'est ce mouvement constant des humains qui a fait du Tchad un carrefour important de l'Afrique. Avant que les frontières modernes n'apparaissent sur la carte des caravanes, traversait cette terre reliant l'Afrique du Nord à des régions plus au sud. Ces routes ne transportaient pas seulement des marchandises. Elles véhiculaient des langues, des coutumes, des religions et des modes de vie. Et là où les flux humains se rencontrent, le pouvoir commence également à se former. L'une des traces les plus évidentes qui subsistent se trouve à Abéché qui était autrefois le centre du royaume de Wadaï. Ici, l'architecture traditionnelle raconte une histoire très concrète sur la façon dont les humains s'adaptent à leur environnement. Les murs épais en terre aident à limiter la chaleur. Les ruelles étroites créent de l'ombre et facilitent le déplacement des gens dans un climat bien plus rigoureux que la plupart de l'Europe. L'architecture n'est pas seulement esthétique, elle doit vous aider à survivre à la chaleur du jour. Ainsi, si l'on ne voit le Tchad qu'à travers le prisme de la pauvreté du désert ou des difficultés actuelles, nous ne faisons qu'effleurer la surface. Derrière cela, se cache une terre qui a vu des humains exister, se déplacer et s'adapter pendant des millions d'années. Numéro 10. Les merveilles naturelles étonnantes au milieu du désert. Au Tchad, il existe un lac qui était autrefois si vaste qu'il était considéré comme l'un des plus grands lacs du monde, mais en quelques décennies, la majeure partie de sa surface a disparu. C'est le lac Tchad si important qu'il a donné son nom à tout le pays. Mais si vous vivez autour du lac, ce qui est effrayant ne se trouve pas dans les chiffres sur la carte. C'est le fait que l'endroit où vos grands-parents pêchaient pourrait aujourd'hui être devenu une terre aride. Un village qui se trouvait autrefois au bord de l'eau pourrait quelques années plus tard devoir s'éloigner pour retrouver le lac. Car le lac Tchad n'a pas de rivage fixe comme nous l'imaginons souvent. La surface de l'eau se rétracte et s'étend continuellement selon les saisons, les précipitations et les cours d'eau qui s'y déversent. Ce qui fait que la forme du lac change au point qu'il est souvent comparé à un lac métamorphe. Comparé à son immense superficie dans les années 1960, la surface du lac a considérablement diminué au cours des décennies suivantes. Mais l'histoire n'est pas simplement celle d'un lac ayant perdu 90% de sa surface et continuant à disparaître. Le lac Tchad est en réalité très peu profond et très variable, de sorte que sa superficie peut changer de manière significative d'une période à l'autre. Et paradoxalement, plus vous vous enfoncez dans l'une des régions les plus arides du Tchad, plus vous rencontrez des lacs incroyables. Au milieu du désert du Sahara, où certaines zones ne reçoivent presque pas de pluie pendant toute l'année, Ounyanga apparaît comme une illusion, un système de 10 à 8 lacs dispersés entre des dunes de sable, comprenant à la fois des lacs d'eau douce et des lacs d'eau salée. Il y a des lacs d'un bleu cobalt profond, d'autres qui se teintent de vert émeraude ou de vert. Tout autour, le sable et la roche sont si secs qu'on pourrait croire que l'eau ne peut pas y subsister longtemps. Alors pourquoi n'ont-ils pas disparu? Sous le désert se cache une nappe phréatique ancienne, accumulée depuis l'époque où le Sahara avait un climat plus humide. C'est ce système d'eau souterraine qui continue d'alimenter les lacs. Dans certains d'entre eux, des roselières flottantes aident à limiter l'évaporation, créant un mécanisme naturel particulier qui permet à l'eau de subsister dans un environnement extrêmement aride. Mais l'eau n'est pas la dernière surprise que le nord du Tchad cache. En continuant vers le nord, l'horizon commence à être interrompu par la chaîne de montagnes Tibesti. C'est ici que se trouve l'Emikoussi, un volcan en forme de bouclier d'environ 3450 mètres de haut et le point culminant de tout le désert du Sahara. Si les dunes de sable donnent au Sahara l'apparence d'un océan doré, le Tibesti ressemble à d'énormes îles rocheuses émergeant de cet océan. Non loin se trouve le plateau d'Ennédi, où le vent et le temps ont sculpté des blocs de grès en arches, en canyon et en structures naturelles gigantesques. Mais ce qui est le plus remarquable se trouve sur les murs mêmes de ces roches. Là, des milliers de peintures et de gravures anciennes décrivent des humains et des animaux qui ont autrefois peuplé la région.
Ce sont les traces d'un Sahara très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, une terre qui a connu des périodes plus humides, avec des prairies, des sources d'eau et une vie animale riche. En d'autres termes, au milieu de l'un des endroits les plus arides de la Terre, le Tchad conserve encore les vestiges d'un monde qui était autrefois beaucoup plus verdoyant. Numéro 11. Des jours de fête pas, comme les autres. Au Tchad. Au Tchad, certaines familles doivent attendre les jours de fête pour oser mettre de la viande dans leurs plats. Ce n'est pas parce qu'elles évitent la viande, mais parce que pour de nombreuses familles à faible revenu la viande, l'huile, ou même le sucre, peuvent être des denrées à économiser dans la vie quotidienne. Ainsi, lorsqu'arrive une grande fête, ce qui est spécial ne réside parfois pas dans des scènes grandioses, mais commence directement dans la cuisine. Le repas devient plus copieux. Les ingrédients économisés sont sortis, et un plat de viande qui apparaît rarement peut transformer cette journée en une occasion véritablement différente des autres. Cependant, les fêtes et les événements marquants au Tchad ne se ressentent pas seulement à travers la nourriture. On peut aussi les entendre de très loin. Lors des célébrations liées à la communauté et à l'identité, la musique occupe une place particulière. Le son long et résonnant du kakaki peut s'élever lors de cérémonies solennelles, tandis que les griots gardiens de la mémoire orale racontent l'histoire, les lignées et les récits de la communauté à travers leurs chants. Il est intéressant de noter que la musique tchadienne reflète également la position géographique de ce pays. Situé entre l'Afrique du Nord et la région subsaharienne, les mélodies ici peuvent mélanger les influences arabes, nord-africaines, avec les rythmes africains au sud du Sahara, accompagnés des sons des instruments à cordes et des sons, percussions. Mais si vous voulez voir à quel point une famille tchadienne se prépare minutieusement pour un grand jour, assister à un mariage. Pour de nombreuses communautés, cela ne concerne pas seulement 2 personnes. Cela implique également 2 familles des proches et un statut social. Avant le jour du mariage, la mariée peut passer beaucoup de temps à prendre soin de son corps, avec du henné, du curcuma et des mélanges de beauté traditionnels, comme le dilka. Les parfums jouent également un rôle important dans le processus de préparation. Des bakouors sont brûlés sur des charbons, permettant à la fumée parfumée de s'infiltrer dans les cheveux, le corps et les vêtements, créant une fragrance qui peut perdurer longtemps. Puis viennent les bijoux. Dans certaines traditions de mariage, l'or n'est pas seulement un ornement, mais devient aussi un moyen pour la famille d'exprimer sa prospérité, son engagement et son statut. La mariée peut apparaître avec des colliers, des bracelets et des bijoux en or si éclatants qu'ils deviennent l'une des images les plus mémorables de la cérémonie. Et c'est ici que les célébrations au Tchad révèlent un aspect fascinant. Pour les étrangers, cela peut n'être que de la musique, de la nourriture, des parfums et de l'or. Mais pour ceux qui vivent ici, chaque élément raconte une histoire différente. À quelle communauté appartient cette famille, ce qu'elle valorise, quel est son statut, et ce qu'elle souhaite transmettre à la génération suivante. Numéro 12. Ce que vous devez savoir avant de vous rendre au Tchad. C'est l'un des pays où les voyageurs doivent se préparer beaucoup plus sérieusement qu'à un voyage ordinaire. Certaines zones présentent un niveau d'alerte élevé en matière de sécurité, notamment près des frontières et autour du lac Tchad. Si vous devez traverser ces régions, il est conseillé d'avoir un itinéraire clair, des autorisations valides, une assurance complète et dans certains cas, d'être accompagné par des forces de sécurité professionnelles. Les transports constituent également un problème majeur. Le Tchad ne dispose pas de chemin de fer, et de nombreuses routes interprovinciales sont encore des pistes en terre qui peuvent devenir boueuses pendant la saison des pluies. Un trajet d'environ 260 km peut parfois durer plus de 14 heures, voire plus longtemps si la route est inondée ou si le véhicule est coincé. L'électricité et Internet ne sont pas non plus des choses que l'on peut considérer comme toujours disponibles. Dans de nombreuses zones rurales, il n'y a presque pas d'électricité la nuit. Pour charger votre téléphone, vous devrez peut-être trouver un habitant ayant un générateur et payer pour cela. Ainsi, une batterie externe, une carte SIM appropriée et un plan de communication de secours sont des éléments à bien préparer. L'eau potable est un autre point important. Il est déconseillé de boire directement l'eau des puits, des rivières ou des sources naturelles non traitées. Des maladies telles que le paludisme, la diarrhée et le choléra demeurent des risques réels, tandis que les infrastructures médicales, dans de nombreuses régions, sont assez éloignées et manquent d'équipements. Pour les voyageurs, il est conseillé de privilégier l'eau en bouteille, les médicaments de base et une assurance incluant une évacuation médicale. En ce qui concerne la culture,
Il est important de s'habiller de manière modeste et de respecter les normes locales, surtout dans les zones où la communauté musulmane est importante. Le français et l'arabe sont les langues officielles, mais connaître quelques phrases en arabe tchadien peut faciliter la communication. Et si vous êtes une femme voyageant, seule soyez particulièrement vigilante lorsque vous entrez dans les marchés traditionnels ou les marchés aux bestiaux, où la majorité des commerçants sont des hommes et où les étrangers, beaucoup d'attention. En résumé, le Tchad n'est pas une destination adaptée à un style de voyage, on verra sur place. Ici, la sécurité, les transports, l'eau potable, l'électricité, les communications et les soins médicaux doivent être préparés avant votre départ. Le Tchad n'est peut-être pas un endroit fait pour tout le monde. Mais ce sont ces routes presque disparues pendant la saison des pluies, ces marchés animés, ces communautés vivant au milieu du désert et la vie qui continue dans des conditions extrêmes qui ont façonné un pays très différent de l'image habituelle que l'on se fait de l'Afrique. Si vous aimez les voyages à la découverte de la véritable vie des gens dans des endroits peu connus du monde, abonnez-vous à la chaîne Terre d'origine, aimez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain voyage. À bientôt dans un autre pays.